page 10. Si on prend maintenant la flèche noire et qu'on sélectionne les blocs sur la page 10, on va voir s'ils utilisent un style. Donc il y a deux blocs sur la page 10, un pour la colonne de gauche, un pour la colonne de droite. Donc pour les styles de blocs, c'est menu fenêtre, style, style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Ok, alors ces blocs ont été modifiés manuellement. Ils n'utilisent pas un style, donc c'est parfait. Ça va fonctionner, ce qu'on va faire pour la suite, pas de problème. Bon, ce qu'il faut remarquer, c'est que ces blocs, ils ont quelque chose de particulier. C'est qu'ils ont une marge à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, on a le bloc, le bord du bloc, d'accord ? Et ça, cette ligne verticale ici, c'est une marge pour repousser le texte vers la droite. Je suis sur le bloc de droite. Et si je travaille sur le bloc de gauche, j'ai aussi les limites du bloc là. On a une marge pour repousser le texte vers la gauche. Pourquoi ? Parce que ce document, à l'origine, était un document horizontal avec des colonnes, des espaces entre colonnes qui étaient corrects, mais vu qu'il a été transformé avec InDesign en un document vertical, en utilisant la fonction fichier ajuster la mise en page, on a balancé le document d'horizontal vers vertical, eh bien il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Notamment les espaces entre les colonnes. Là, ça c'est l'espace réel qu'on avait obtenu juste après le balancement vers le format vertical. C'est vraiment trop peu, c'est pour ça qu'on a utilisé ici une astuce de mettre une marge intérieure à droite sur le bloc de gauche, une marge intérieure à gauche sur le bloc de droite, pour éloigner le texte, les colonnes de texte. Bon, vous allez voir qu'on va maintenant modifier les gabarits pour corriger ce problème avant de démarrer notre grand document. Donc on ne devra plus faire ces marges intérieures au bloc. Alors, par sécurité, vous allez enregistrer le document ici. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait grand-chose, mais au moins vous aurez la version 231 qui sera toujours accessible. Donc vous faites fichier enregistrer vous l'enregistrez sous le nom 232. Voilà. Perdu. Alors on va aller voir dans la palette des pages les gabarits. Donc menu fenêtre, page. Ok, la palette des pages, là, elle se présente telle qu'elle est normalement dans InDesign, mais on va un peu la modifier pour que ça se présente un peu mieux. Donc vous allez dans le menu de la palette des pages. Menu de la palette des pages, donc en haut à droite, là, menu de la palette des pages, vous allez jusqu'à la dernière ligne, options de panneau. Et dans les options de panneau, vous allez demander taille très grande ou jumbo, ça dépend de votre écran. Voilà. Ça c'est taille très grande dans les options de panneau. Pour les pages, vous allez demander la même chose pour les gabarits. Gabarit très grand. Voilà. Et ici, en plus, vous allez décocher afficher verticalement. Comme ça, les gabarits vont se mettre les uns à côté des autres. Ce sera peut-être un peu plus sympa pour l'utilisation de l'écran. Donc, dernière ligne du menu de la palette de pages, option de panneau, j'ai mis les pages en très grand, les vignettes de pages en très grand, les vignettes de gabarit en très grand, j'ai décoché afficher verticalement. OK. Et voilà. Évidemment, si votre palette de pages est coincée là sur le côté, toujours attachée au reste, ça risque de pas le faire en fait. Il faut vraiment la détacher, en faire une palette flottante, vous la prenez par son onglet, vous la détachez, et là vous allez pouvoir l'agrandir avec sa petite case en bas à droite, et vous aurez les gabarits qui vont se mettre vraiment les uns à côté des autres, comme ça, voilà. Parfait. Pour que les pages du document se mettent aussi les unes à côté des autres, toujours dans le menu de la palette de pages, avant-dernière ligne, afficher les pages horizontalement. Voilà. Ce sera mieux pour la suite. Et malheureusement, ce genre de configuration de la palette de pages ne s'enregistre pas avec le document. Si vous ouvrez le document sur un autre InDesign, il faudra peut-être recommencer cette petite manipulation. Certaines choses sont attachées au document, des préférences, mais pas celle-là. Ça ne s'enregistre pas dans le document, le fait que la palette des pages soit comme ça. Alors voilà, les gabarits, on va presque tous les supprimer. Parce que si vous allez double-cliquer sur le gabarit B ici, vous voyez que suite au basculement des pages du document de horizontal vers vertical, donc c'est ce que je vous disais, les gouttières, les espaces entre les colonnes sont minuscules. Ils sont devenus minuscules alors qu'au départ ils étaient corrects quand le document était horizontal, c'est logique.
on passe vers vertical, tout s'étroitise. Même chose sur le gabarit C. Le gabarit C, on a aussi des espaces entre colonnes minuscules. C'était prévu pour faire 4 colonnes de texte sur chaque page, mais ça devient des colonnes de texte vraiment tellement étroites, ça ressemble à ce qu'on a dans les journaux quotidiens, les tabloïds, comme on appelle ça. Donc, ça n'est pas excellent. Donc, les gabarits B et C, il faudrait les corriger. Déjà, le C, ici, on va passer à la place de 4 colonnes par page, on passera en 2 colonnes de texte par page. Vu qu'on a une page verticale, ça ne sert à rien d'insister, d'essayer d'avoir 4 colonnes, ça va ressembler à rien du tout. On essaie de faire quelque chose qui ressemble à un magazine, pas à un journal quotidien. Donc il va falloir corriger les gabarits B et C, mais je vous propose en fait de les redémarrer, de les recommencer depuis le tout début. Donc vous allez cliquer sur la page de gauche du gabarit B, avec la touche majuscule, cliquez sur la page de droite du gabarit G. Donc tous les gabarits sont sélectionnés, sauf le A. Le A n'est pas sélectionné. Donc le B, C, D jusque G sont sélectionnés. Voilà. Vous avez la petite corbeille dans le bas de la palette des pages. Vous allez pouvoir cliquer sur la petite corbeille pour supprimer ces gabarits. Voilà. Alors ça vous dit, tiens, les gabarits sélectionnés sont appliqués à 26 pages. Supprimer quand même. Oui, on va supprimer quand même, parce qu'en fait on redémarre le document au départ de 0. Donc on pourrait se dire, mais ça sert à quoi de redémarrer le document au départ de 0 ? On a déjà des pages. On a passé du temps à faire des pages, pourquoi démarrer au départ de 0 ? Parce qu'en fait, les pages qui sont là dans le document nous servaient juste à créer les styles, à mettre au point les styles. On juge maintenant que les styles sont mis au point, hein, et on va vraiment utiliser ces styles dans un document tout nouveau qu'on redémarre. Donc vous cliquez sur OK, et voilà, les gabarits sont partis, il ne reste plus que le A. Vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom. On n'est jamais trop prudent ici. J'enregistre évidemment plus que je ne le ferai dans la vraie vie. C'est pour au cas où ça foirerait. Donc 233, c'est le numéro du document. Voilà, alors, palette des pages. On a dans le haut de la palette des pages plus qu'un seul gabarit, le gabarit A. On va demander de créer un nouveau gabarit. Donc vous allez dans le menu de la palette des pages, vous demandez nouveau gabarit. Le nouveau gabarit n'allez pas trop vite, il va s'appeler B, mais il va être créé d'après le A. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 2 pages blanches qui arrivent, ça va être 2 pages qui reçoivent les éléments qui se trouvent sur le A. Oui, parce qu'un gabarit, une page master, ça peut s'appliquer sur des pages du document, mais aussi sur un autre gabarit. Donc d'après le gabarit A master. Voilà, c'est tout ce qu'il faut changer ici. Quand vous avez demandé nouveau gabarit, il vous propose de faire un gabarit B. Logique, après le A, c'est le B. Et il va être créé d'après le A. OK. Et le voilà. Et vous avez évidemment les petites lettres ici A qui sont sur les pages du gabarit B pour dire qu'il reçoit les éléments qui sont sur le gabarit A. Donc c'est du parentage de gabarit. On a ici un gabarit enfant, le B, et le A, c'est le gabarit parent. On va créer un gabarit supplémentaire, le C. Pourquoi ? Parce que le B, je vous l'ai montré, il va avoir 3 colonnes de texte par page. Le C, il en aura 2, non pas 4. On a décidé que 2, ce serait mieux pour un format vertical, format de page verticale. Et donc, ça va nous permettre de varier la mise en page dans le document. On ne fait pas un rapport d'entreprise avec quelque chose de très structuré, chaque page qui se ressemble. Non, on va essayer de faire quelque chose de plus agréable à lire. Et donc, pour varier, il y a notamment le nombre de colonnes de la grille, en fait. Parce que c'est une grille très basique ici, de base, une grille... pour construire, pour placer les éléments. Donc, vous allez dans le menu de la palette page et vous demandez nouveau gabarit. Et là, vous allez demander d'après le gabarit A. C'est là qu'il y en a qui se plantent, ils mettent le gabarit B. Donc ils font un petit enfant, l'enfant du gabarit B qui serait lui-même l'enfant du gabarit A. Ben pas du tout. On veut 2 gabarits, le B et le C, qui sont tous les deux les enfants du A. Donc ici, il faut bien indiquer d'après le gabarit A. Donc si je vous dis que c'est là qu'on se plante, c'est parce que je sais que par expérience, dans les formations, quand on explique ça, il y en a qui trouvent logique de mettre B à la place de A ici, mais pas du tout. Le C est également l'enfant du A. OK. Et voilà, on a le gabarit C qui reçoit la même chose. Donc il est identique au B actuellement. Vous enregistrez le document.
Alors on va aller travailler sur le gabarit B. Donc vous double-cliquez sur le gabarit B. On vérifie que vous avez bien double-cliqué, que vous êtes bien en train de travailler le gabarit B. Il y a plusieurs choses qui l'indiquent. En bas à gauche de la fenêtre du document, il est indiqué B gabarit. La numérotation automatique porte le numéro B. Voilà. Alors ici, il va falloir sélectionner les blocs roses qui viennent du gabarit A, mais quand ça vient d'un gabarit, c'est verrouillé. Si vous cliquez sur les blocs roses ou sur quoi que ce soit que vous voyez sur la page de gauche du gabarit B, rien ne se sélectionne. Donc, il y a une possibilité, bien sûr, de déverrouiller manuellement. Commande et majuscule enfoncées, les touches commande et majuscule, les touches CMD majuscules sur le Mac ou contrôle majuscule sur le PC, et quand on clique sur un élément, il se déverrouille. Mais quand vous avez plein d'éléments sur une page de gabarit comme ça, ou une page de document, et vous voulez déverrouiller, vous voulez rendre accessible ce qui vient du gabarit, ça va pas être génial de devoir cliquer sur chaque élément, donc on va faire autrement. Vous allez faire sur les deux pages du gabarit en même temps, vous allez libérer tous les éléments du gabarit en même temps. Donc il va falloir avec la touche majuscule activer la deuxième page, la page de droite du gabarit B. Les deux pages sont activées sur le gabarit B. Vous allez dans le menu de la palette des pages. Tiens, je teste juste un truc en attendant. Oui, ça marche, ok, j'ai rien dit. Donc les deux pages sont activées, vous allez dans le menu de la palette page, demandez libérer tous les éléments de gabarit. Voilà, et là normalement, quand on clique n'importe où sur le gabarit B, sur n'importe quel élément, c'est déverrouillé. D'accord ? En tout cas, les blocs roses. Alors, il y a des choses qui ne sont pas déverrouillées parce que peut-être que les calques sont verrouillés. Ah oui, ça peut arriver. Par exemple, tiens, si j'essaye sur la balise de numérotation automatique, elle ne se sélectionne pas. Allons un peu voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Donc, dans la palette des calques, il y a un calque numérotation qui, en effet, n'est pas accessible. Il est verrouillé. Si on le déverrouille, en principe, oui, ça ne marche toujours pas. Il va peut-être falloir recommencer l'opération ici, libérer tous les éléments de gabarit. Oui, en effet, c'est ça. Le fait que le calque était verrouillé au moment où j'ai demandé libérer les éléments de gabarit fait en sorte que ça n'a pas été libéré. Donc si vous voulez vraiment libérer tous les éléments des pages, il faut vraiment tout déverrouiller dans la palette des calques, et en ayant les deux pages de gabarit activées là, il faut demander libérer tous les éléments de gabarit, et à ce moment-là, tout sera accessible vraiment. En fait, il y avait les blocs roses qui nous intéressaient vraiment, mais enfin, techniquement, vous voyez comme ça comment on libère des choses pour éventuellement différencier par rapport au gabarit A, faire des choses différentes. Peut-être que les gabarits B, ils auront des couleurs de bandeau. La ligne, là, la ligne horizontale sur le dessus de la page, couleurs différentes peut-être. Peut-être que la numérotation sera différente, je ne sais pas, voilà. Mais c'est pas ce qu'on va faire, de toute façon. Mais enfin, techniquement, vous avez vu comment on fait. Alors, vous avez tous les calques qui sont déverrouillés. D'accord ? Vous avez vu qu'il suffit de faire un cliquer glisser sur les verrous, ça déverrouille. Hein. C'est comme ça dans Illustrator et Photoshop aussi. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur chaque verrou. Hein. On va faire la même chose pour le gabarit C. Vous allez activer les deux pages de gabarit C, clic, majuscule, clic, et vous allez demander, menu de la palette page, libérer les éléments, tous les éléments de gabarit. Voilà. Alors, attention au piège, je ne suis pas sur le gabarit C. Je viens juste d'activer les pages, mais ce que je vois, là, c'est le gabarit B. Parce qu'à aucun moment, j'ai double-cliqué sur les pages dans la palette page, les pages de gabarit C. Donc, je suis toujours en train de travailler sur le gabarit B. Donc, si je veux vraiment aller voir le gabarit C maintenant, je double-clique sur ces pages. Voilà, je suis bien sur le gabarit C. Voilà, c'est indiqué. Et on peut vérifier que tout est bien déverrouillé. Super. Nickel. On va enregistrer le document. Alors voilà, on va aller sur le gabarit B. Vous double-cliquez sur le gabarit B. Vous vérifiez qu'on est bien sur le gabarit B, parce que le piège, c'est de ne pas bien double-cliquer. Donc il est bien indiqué B gabarit. On travaille sur le gabarit B. Et on est bien là, avec la balise de numérotation qui indique B. Super. On va travailler sur les blocs de gauche, là. Mais attention, parce qu'il y a des choses qui s'activent. Si on englobe les blocs de gauche
voyez qu'il y a peut-être des repères qui vont s'activer. On va peut-être aller verrouiller les calques, tous les calques, sauf ceux qui contiennent les blocs roses. C'est toujours plus prudent, parce que travailler avec tous les calques déverrouillés, c'est l'horreur. Donc les blocs roses, ils sont sur quel calque? Si je clique avec la flèche noire sur un des blocs roses là, je vois qu'il est sur le calque image et texte. Je vais verrouiller tous les autres calques, sauf celui-là. Astuce qui fonctionne aussi dans Photoshop Illustrator, bien sûr, c'est Alt-clic sur la deuxième colonne. Ça met des verrous partout ailleurs, sauf sur ce calque-là. Ça peut être pratique, ça. Voilà, on travaille sur le calque image et texte, et donc on a accès uniquement au bloc rose. Le reste qui se trouve ailleurs, sur d'autres calques, n'est plus accessible. Vous sélectionnez tous les blocs roses là. Voilà, en les englobant, ne fût-ce que partiellement. De la page de gauche. Hein. Voilà. Et vous allez chercher un script qui va nous permettre de scinder ce bloc-là en plusieurs autres. Alors d'abord, je vais aller vérifier quelque chose dans les préférences unités. Allez-y, menu InDesign sur le Mac, préférences unités et incréments. Parce que dans InDesign, l'unité de mesure, c'est le point. Bon, qui est équivalente au pixel en fait. Et oui, les règles sur le côté, je ne sais pas si vous les voyez chez vous, les règles, sinon il faudra faire simplement commande R pour les afficher. Les règles sont en millimètres. Hein. Mais voilà, ok, la police est en point, et les autres unités en point aussi. Ce que je vais faire ici, et je vous demande de le faire aussi, ce sera plus simple pour la suite, c'est de mettre les autres unités en millimètres. Donc les polices de caractère seront en point. On va penser les mesures de police de caractère en point. Par contre, quand il s'agira de distance entre les blocs et de choses comme ça, ce sera en millimètres. Et ça se fait par ici, autre unité, et on choisit millimètres à la place de point. Voilà, et la règle était déjà en millimètres, donc ça c'est logique, pas de problème. Ok, vous allez voir que pour le script qu'on va utiliser, ça va être intéressant parce qu'il faut indiquer une mesure. Alors on va chercher le script, menu fenêtre, utilitaire, script. Alors il serait intéressant d'enregistrer le document parce que le script qu'on va lancer, il va faire plein d'opérations. Et si jamais vous avez mis une mauvaise valeur de millimètres, que quand vous voyez le résultat, les blocs qui ont été créés, l'espace entre les blocs, ça vous plaît pas, c'est trop petit, c'est trop grand, ça va être assez compliqué de rétablir pour rejouer une deuxième fois le script avec une autre valeur. Donc ça peut être intéressant d'enregistrer le document à nouveau, enregistrez-le. Voilà, on sait que, voilà, 236, on sait que si le script qu'on va jouer là donne un mauvais résultat, au lieu d'essayer d'annuler les dizaines d'opérations qu'il aura faites, on n'aura qu'à faire menu fichier version précédente et ça va nous recharger le fichier 236 tel qu'il sera sur le disque dur là. Voilà. Alors on va chercher les scripts de l'application. Alors les scripts, c'est super pratique dans InDesign. Et on peut en avoir des gratuits même sur le web. Et il y en a aussi qui se vendent, même plusieurs milliers d'euros. Ça dépend lesquels. Mais il faut en avoir l'utilité. C'est cher, peut-être pas. Si ça permet de gagner énormément de temps et de gagner de l'argent, c'est toujours ça. Quand vous voyez le prix d'un logiciel, savoir si c'est cher ou pas, ça dépend de ce que vous en faites. Donc, mais en tout cas, voilà, il existe même sur le web des scripts InDesign qu'on peut aller chercher et qui sont parfois utiles. Alors, vous allez donc dans les scripts, dans les échantillons qui sont fournis avec InDesign. Ils sont codés deux manières de faire, en AppleScript et en JavaScript. Si vous êtes sur InDesign PC, vous allez voir que c'est en Visual Basic et en JavaScript. C'est la même chose en fait. Dans les deux dossiers, vous allez trouver les mêmes scripts. Je vais aller dans le dossier qui est le même que sur le PC, la JavaScript, voilà. Et vous allez trouver le script qui nous intéresse. Make Grid. Vous allez double-cliquer sur le script. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de créer 2 colonnes de texte dans le... Non, 3. 3, parce qu'on est dans le gabarit B. Et je sais que si on veut se calquer sur ce qu'on avait fait sur le document avant, c'est 3 colonnes en fait. Vous allez donc indiquer ici 3 colonnes.
Au niveau des rangées, on ne veut pas scinder chaque bloc rose en 2 blocs roses horizontaux. Non, c'est en 3 blocs roses verticaux qu'on veut le scinder. Chaque bloc rose là sélectionné. Donc, à la place de 2, vous mettez 1. Donc, ça ne va pas scinder. Vous voyez? Donc, les rangées, les colonnes. Alors, au niveau de la valeur des gouttières de rangée, aucun intérêt puisqu'on ne crée pas de rangée. Gouttière de colonne, vous allez pouvoir indiquer quelque chose comme 8 mm, ça me paraît bien, 8 mm. Le reste, on vous laisse comme ça, c'est coché. Je suppose que c'est comme ça chez vous aussi. Et vous cliquez sur OK, on va voir ce que ça donne. Bon, ils n'étaient pas sélectionnés, c'est malin. Donc je recommence. Voilà, c'est fait. OK. Voilà 3 colonnes. Donc c'est vraiment une grille de base qui nous servira à faire le document. Si vous avez oublié comment on fait, on va le faire ensemble, vous allez voir. C'est vraiment très pratique pour faire des documents qui ont un aspect valable de démarrer d'une grille comme ça, plutôt que d'une page blanche où vous devez positionner des éléments. Bien. 8 mm, c'est l'espace qu'il y aura entre les colonnes de texte. Bon, c'est peut-être un peu trop. Je pense que 6 mm aurait été suffisant. Donc on est dans le cas de figure où on vient d'appliquer le script et on va devoir l'annuler. Donc vous allez dans le menu fichier version précédente. Menu fichier version précédente. Version précédente. Et voilà. On resélectionne les blocs. On rejoue le script. Donc toujours une rangée, 3 colonnes. Et cette fois-ci, je vais mettre 6 mm, 6 mm de gouttière. OK. Voilà, ça paraît pas mal. Donc je suis en train d'imaginer, une fois que ce sera rempli de texte, l'un à côté de l'autre. Il ne faut pas que le texte soit trop proche, les colonnes de texte soient trop proches l'une de l'autre. Sinon, ça gêne l'une de l'autre, sinon ça gêne la lecture, bien sûr, mais il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées non plus, il y a un côté esthétique. Vous faites la même chose sur la page de droite, vous sélectionnez le bloc, vous jouez le script, donc toujours une rangée, 3 colonnes, 6 mm de gouttière. Ah oui, dès que vous faites touche tabulation pour valider ce que vous mettez dans le cartouche, ça vous convertit en points. 6 mm, ça vaut 17,008 points. Ok, mais c'est bon. Voilà. Parfait. Ben, on va faire la même chose pour le gabarit C, parce que là, on était sur le B. On va toujours enregistrer ça sous un nouveau nom, parce que le travail qui a été fait sur le B, normalement, il est correct, là. Alors, dans la palette page, on va aller voir le gabarit C. Donc, vous double-cliquez sur le gabarit C. Donc, il est bien indiqué que vous êtes sur le gabarit C. La balise de numérotation automatique qui indique C. En bas à gauche de la fenêtre du document, il est bien indiqué C. Parfait. Vous êtes en train de travailler le gabarit C. Vous êtes en train de travailler le gabarit C. C'est ce qu'on veut. Et donc, on va rapidement, cette fois-ci, scinder en 2. Oui, ça va être la différence par rapport au B. Donc ici, vous pouvez... Je vais juste aller vérifier ma palette des calques. Oui, c'est bien. Je suis toujours bien en train de travailler uniquement sur le calque image et texte. Super. Donc, sélectionnez tous les blocs roses de la page de gauche. Vous jouez le script. Donc, une rangée, 2 colonnes, ça reste comme ça. 6 mm entre les colonnes, ça peut être bien. OK, et voilà. Même chose sur la colonne sur la page de droite, je veux dire. Page de droite, je sélectionne tous les blocs roses. Je double-clique sur le script. Une rangée, 2 colonnes, 6 mm entre les deux. OK. OK, ça paraît bien. Vous enregistrez le document une fois que c'est fait. C'est toujours une sécurité pour ne pas devoir recommencer. Bien, gabarit C. Alors, tiens, si je me dis, je me suis trompé. J'aurais dû faire, à la place de 6 mm, j'aurais dû faire 7 mm. Bon ben, c'est facile. Vous sélectionnez les blocs
d'une des colonnes. Là, je suis sur le gabarit C. Sélectionnez les blocs d'une des colonnes. Voilà. Tous les blocs, les englober. Vous avez ici le point de référence. Quelle est, une fois que j'aurai modifié la dimension, la partie du bloc qui ne bouge pas. Voilà. Si je mets n'importe quel point là sur la gauche comme point de référence, d'accord? Ça veut dire que ce qui va bouger, c'est ce qui est à droite. La largeur du bloc ici, c'est 86,95, ok. Eh bien, je veux ajouter comme gouttière 1 mm, donc je vais retirer ici un demi-millimètre. On va essayer ça, moins 0,5 mm. Dès qu'on enfonce la touche tabulation, vous avez peut-être vu que ça a un peu bougé. La partie droite des blocs a un peu bougé vers la gauche. On va faire la même chose avec les blocs d'à côté. Enfin, presque la même chose, évidemment. Je sélectionne tous les blocs d'à côté. La partie qui ne va pas bouger, cette fois-ci, c'est la partie droite des blocs. Donc, point de référence ici, à droite, quelque part. Et je dois retirer, ici, moins 0,5 mm. Touche tabulation pour valider. Et voilà. Et là, j'ai 7 mm au lieu de 6. J'ai juste un peu agrandi. Voilà comment on peut corriger les choses. Je vais refaire la même chose exactement sur la page de droite. C'est vrai que je pourrais supprimer tous les blocs de la page de droite et copier-coller ceux de la page de gauche, mais pour ceux qui auraient loupé ce qui vient d'être expliqué, je vais réexpliquer ici. Avec la flèche noire, j'englobe les blocs de la colonne de gauche. Le point de référence, ce qui ne va pas bouger, c'est ce qui colle à gauche. Là, c'est ce qui colle à gauche, c'est ce qui ne va pas bouger. Donc je mets le point de référence ici quelque part sur la gauche. Je veux ajouter 1 mm de gouttière, donc je dois réduire le bloc de sa largeur de 0,5 mm, moins 0,5 mm. Touche tabulation, et voilà, ça a bougé. Je sélectionne maintenant les blocs de droite. Ce qui ne bouge pas sur les blocs de droite, c'est la partie droite du bloc. Donc je mets le point de référence ici quelque part à droite. Et là aussi, moins 0,5 mm. Touche tabulation et ça va bouger le bloc. Voilà, il a bougé un peu, il s'est rétréci. Donc j'ai ajouté 1 mm d'espace entre les deux colonnes de blocs. Donc, vous ne le saviez peut-être pas, mais ces cartouches qui servent à indiquer la mesure d'un bloc et éventuellement modifier la largeur d'un bloc, c'est une calculatrice. Et c'est la même chose dans Illustrator aussi. Quand vous sélectionnez un objet, vous pouvez ajouter un certain nombre ou retirer, voire multiplier aussi. La petite étoile sert à multiplier, la barre oblique sert à diviser. C'est une calculatrice en fait dans ces... On peut faire des calculs directement. Ok, on va enregistrer le document. On va dire que pour le gabarit B, on va laisser les gouttières comme ça, c'est bon, à 6 mm. C'est pour le C qu'on a demandé des gouttières à 7 mm finalement. Alors on va aller dans la palette des calques et on va mettre des repères verticaux. Manuellement, on va les mettre. Donc vous allez verrouiller le calque image et texte. Alors, voyons un peu. On est sur le gabarit C, vous êtes sur le gabarit C. Si vous enlevez l'œil en face des repères 1, repère 1. Vous voyez les repères qui s'en vont de l'affichage? C'est les repères horizontaux. Ceux-là, ils sont bons. Repère 2, mais il n'y a rien. C'est les repères verticaux pour le gabarit B. On est sur le gabarit C. Repère 3. Je le sais parce que le document au départ avait été construit comme ça. C'est pas quelque chose, une vérité absolue en fait. Hein. Donc vous allez déverrouiller le calque des repères 3 et vous indiquez que vous travaillez sur lui. Voilà. On est sur le gabarit C. Les repères verticaux pour le gabarit C vont se trouver dans le calque repère 3. Vous avez les règles qui apparaissent là, sur le bord de la page. Sinon, vous faites commande R. Commande R sur le Mac, CTRL R sur le PC. Vous avez les règles qui apparaissent sur le bord de la fenêtre du document.
Vous positionnez le pointeur sur la règle, vous enfoncez le bouton, vous bougez, ça crée un repère vertical que vous allez positionner là. Même chose, encore une fois, là. Ça va? Même chose encore une fois pour la page de droite. Alors, imaginons que je me suis gouré, je l'ai déposé là où il ne faut pas. Ça se sélectionne un repère avec la flèche noire. On peut le bouger encore une fois qu'il a été déposé. Voilà. Normalement, vous avez le magnétisme qui est enclenché, qui va coller directement pile poil comme il faut. Vous sentez ça? Quand vous approchez du bord du bloc, là, le repère qui se met pile poil dessus. Bien. Bon, ben on a nos repères verticaux pour le gabarit C. Oui, donc quand vous faites ça, c'est toujours intéressant d'être plutôt en affichage normal. Et alors, ce qui t'est arrivé là, c'est vrai que c'est intéressant. Tu avais bien déverrouillé le calque repère 3, mais tu n'avais pas cliqué sur lui pour indiquer que tu allais travailler sur lui. Donc c'est tout bête, il ne voulait pas te créer tes repères. Ok, quand vous avez fait ça, on va passer aux repères verticaux du gabarit B. Donc on passe aux repères verticaux du gabarit B. Donc je vais verrouiller repère 3. Le calque repère 3, je déverrouille le calque repère 2, je clique sur le calque pour indiquer que je vais travailler sur lui. On a séparé les repères sur 3 calques pour pouvoir gérer leur verrouillage et leur affichage. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours plus facile quand vous séparez les choses. Les calques, c'est fait pour ça, c'est pour séparer les choses, pour pouvoir les manipuler plus facilement. Donc, repère 2 est déverrouillé, on travaille sur lui. On va travailler sur la page des gabarits B. Voilà, je double-clique. Il est bien indiqué ici B. La balise de numérotation nous l'indique. Et même principe, on va tirer les repères verticaux. Il y en aura un peu plus. Alors ces repères verticaux nous seront utiles quand on sera en train de créer les pages. Quand on sera en train de créer les pages et que la plupart des blocs roses auront disparu. Il nous restera ces repères verticaux pour positionner éventuellement des éléments, nous aider à positionner des éléments. Voilà, vous faites la même chose pour la page de droite. Ok, quand vous avez fait ça, vous allez enregistrer le document. Version 240. Alors on va passer aux pages du document. Donc par la palette pages, on va manipuler les pages du document. Donc déjà, vous allez pouvoir supprimer les pages 2 jusque la dernière, qui est la 27. Donc on clique sur la page 2 et avec la touche majuscule, on va cliquer sur la 27. Donc elles sont toutes sélectionnées, on va les jeter. Voilà, les pages concernées contiennent des objets, voulez-vous quand même les supprimer? OK. Alors on va insérer des pages avec le gabarit C par exemple. Donc vous allez dans le menu de la palette pages, insérer des pages. Voilà, insérer des pages après la page 1, des pages qui utilisent le gabarit C. Combien de pages? Un nombre pair forcément puisque c'est des doubles pages. Et vous allez en insérer éventuellement 8, voilà. OK. Donc voilà vos 8 pages qui ont été insérées. On va aller travailler sur la page 2. Donc sur la page 2, si vous essayez de sélectionner là les blocs, ça ne marche pas puisqu'ils viennent d'un gabarit, ils viennent du gabarit C. On le voit hein, sur les doubles pages ici, la lettre C est indiquée un peu partout. Voilà.
Donc il va falloir déverrouiller les éléments. Bon, peut-être que dans un premier temps, il n'y a que les blocs roses que je dois déverrouiller. Donc dans la palette des calques, on va verrouiller tous les calques sauf le calque des blocs roses. Donc le calque image et texte n'est pas verrouillé, les autres sont verrouillés. On active les pages de 2 jusqu'à 9, donc clic, majuscule, clic, et on va demander libérer les éléments de gabarit. Dans le menu de la palette page, libérer tous les éléments de gabarit. Voilà. Ok, donc normalement, sur les pages 2 à 9, les blocs roses sont libérés. Pas le bandeau supérieur, pas la numérotation automatique, puisque au moment où on avait libéré, les calques là étaient verrouillés. Enregistrer le document. Alors voilà, on commence par la page 2, et vous allez devoir décider, là vous commencez vraiment la mise en page, où se trouve le texte, où vont se trouver les images. Donc il va falloir supprimer sur la page 2 ici certains blocs. Ceux qui restent, les agrandir. Donc voilà. Alors, je vous laisse faire, mais je vous montre, parce que comme ça, vous voyez un peu, pour ceux qui ne sauraient plus comment ça fonctionne. Je vais décider de mettre sur la colonne de droite ici de la page 2, de mettre 3 images. Donc je vais supprimer ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là. Puis celui-là, je vais l'agrandir. Voilà. Celui-là aussi. Voilà, ça va me faire 3 blocs images. Ensuite, je vais décider de mettre une colonne de texte sur la gauche de la page 2. Donc je vais supprimer les 5 blocs ici, puis agrandir celui-là. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir donc gérer vos pages. Page de droite, imaginons que le dessus de la page va être une image. Voilà. Donc j'agrandis l'image comme ça. Ok. En dessous, ça va être 2 colonnes de texte. Donc je supprime, j'agrandis. Voilà, vous gérez. Et donc l'idée, c'est d'avoir de la variété d'une page à l'autre, du texte et des images positionnés différemment sur toutes les pages du document. Mais malgré tout, il y a une structure derrière. Il y aura une structure derrière. On sentira que c'est pas du n'importe quoi, on n'a pas placé les blocs un peu n'importe comment. Donc voilà. Je vais enregistrer ce document ici, 242. Alors voilà, le bloc. Vous avez créé vos blocs? Pas de problème. Donc, le bloc de gauche, sur la page de gauche, là, celui qui doit contenir le texte, je prends l'outil texte, je clique dedans, ça devient un bloc texte. Parfait. Si j'ai cliqué par erreur sur un bloc image, bien sûr, tant qu'il ne contient rien, je peux le reconvertir en bloc image. Bien sûr, je pourrais faire CTRL Z ici, commande Z, mais je peux aussi demander objet, contenu, image, et ça redevient un bloc image. Bon. Ok, ils sont roses les fonds de bloc bien sûr, mais après on va enlever le fond rose. Hein. On peut le garder le fond rose jusqu'à la fin, c'est pas un problème. Donc, avec l'outil texte, je vais remplir avec le texte de substitution, parce que oui, on pourrait coller du vrai texte aussi, mais on va remplir avec le texte de substitution. Donc vous avez clic droit, remplir avec le texte de substitution. Ah oui, ça fait un truc bizarre. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Alors voilà, même chose, je vais faire ça sur les 2 autres blocs de la page ici de droite que j'avais prévu pour le texte. Voilà, clic, clic. Est-ce que je chaîne? Pourquoi pas? On peut chaîner. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment on chaîne. Flèche noire, je travaille sur le premier bloc. J'ai la porte de sortie qui est là. Je clique sur elle, sans enfoncer aucune touche. Je survole l'autre bloc et je clique et ça a chaîné. Là, en général, les étudiants n'y arrivent pas, parce qu'ils font du cliquer-glisser. Je ne sais pas pourquoi.
Là, j'annule. Je ne sais pas pourquoi les étudiants, quand je leur dis de cliquer sur la porte de sortie et d'aller sans enfoncer aucune touche, ou même la souris, rien, à cliquer sur le bloc de droite, ils commencent à essayer de tirer. Un peu comme dans... Oui, oui, c'est un peu comme dans GoLive, je pense que ça fonctionnait comme ça, mais ça ne marche pas, évidemment. Voilà. Donc c'est cliquer là-dessus, puis sans rien enfoncer, on clique sur l'autre bloc, et voilà, on a chaîné comme ça. Dès que je vais mettre le curseur texte et insérer du texte, clic droit, remplir avec le texte de substitution, voilà, ça remplit, c'est chaîné, ça coule dans le bloc d'à côté. Parfait. Alors il y a des paragraphes, hein. On ne croirait pas, mais il y a des paragraphes, on a des balises de fin de paragraphe à certains endroits. Alors voyons un peu au niveau des textes là qui paraissent bizarres. Quel est le style de paragraphe utilisé? Donc déjà, je peux sélectionner tout le bloc avec la flèche noire. Comme ça, je vais appliquer un style de paragraphe qui va se mettre sur tous les paragraphes du bloc. Donc le bloc est sélectionné avec la flèche noire. Menu texte, style de paragraphe. On a les paragraphes qui nous intéressent qui sont dans le groupe de style 1, ici certainement. Voilà, groupe de style 1. Ceci pourra être mis en ordre, mais dans un premier temps, ça n'est pas mis en ordre. Donc on va essayer corps du texte body nouveau VS1, aligné sur la grille. OK. Alors. OK. Voilà, donc vous avez sélectionné le bloc avec la flèche noire, vous avez cliqué sur corps du texte body nouveau version 1 aligné sur la grille, et tout de suite vous voyez que c'est beaucoup mieux. Bon, alors pour répondre à ta question, tu n'as pas la séparation, c'est certainement parce que tu n'as pas une fin de paragraphe au même endroit que moi, parce que c'est aléatoire le remplissage de texte de substitution. Par contre, si avec l'outil texte, tu vas mettre l'outil texte n'importe où, enfoncer la touche retour chariot sur le clavier, la grosse touche que vous appelez la touche entrée, mais qui n'a pas la même fonction que la touche en bas à droite du clavier dans InDesign. Tu arrives à créer comme ça des espaces, ça marche? Bon. Alors, le problème vient d'où? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que j'ai toujours tous ces signes cabalistiques? Eh bien, il faut aller voir, et là je retourne en sélectionnant le bloc avec la flèche noire, il faut aller voir la palette des styles de caractères. Menu texte, style de caractères. Et comme style de caractère, vous avez certainement plus avec style imbriqué qui est appliqué sur tout le contenu du bloc. Vous allez indiquer sans style de caractère. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Même chose sur les blocs à droite. Voilà, je peux les activer tous les deux. On peut les sélectionner tous les deux. Clic, majuscule, clic. Ou alors, on englobe tous les deux partiellement. Ils sont tous les deux sélectionnés. Donc, au niveau du style de paragraphe, ça va être le corps du texte aligné sur la grille. Voilà. Et au niveau du style de caractère, là, vu que c'est du bloc chaîné, ah oui, ça c'est pas facile. Vu que c'est du bloc chaîné, pour arriver à enlever le style de caractère, je dois utiliser le curseur texte et le mettre dans le bloc. Commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, j'ai tout sélectionné, je peux enlever le style de caractère à la place de puce après style imbriqué, j'indique ça. Voilà, oui. Désolé, mais vu que c'est du bloc chaîné, il faut procéder différemment pour enlever le style de caractère. Il faut mettre le curseur texte dans le bloc, faire commande A pour sélectionner tout le texte. Et puis voilà. Et j'applique le style de paragraphe, corps du texte, body nouveau, version 1, aligné sur la grille. Voilà, et comme vous le voyez, ce style de paragraphe est prévu pour que les lignes, l'une en face de l'autre, soient vraiment l'une en face de l'autre, les lignes des colonnes soient vraiment dans le prolongement l'une de l'autre. Ça veut dire ça, aligné sur la grille. C'est les lignes qui sont alignées sur la grille.
Donc c'est comme ça que ça a été prévu dans le style de paragraphe aligné sur la grille. Ah tiens. Voilà. Aligné sur la grille. Par rapport à corps du texte body qui n'est pas aligné sur la grille, corps du texte nouveau version 1 aligné sur la grille, vous voyez peut-être la différence, regardez la différence entre les deux. Donc le style nouveau version 1 aligné sur la grille, je pense c'est mieux typographiquement pour faire un bon document. Vous voyez un décalage là, et là il n'y en a pas. Donc pour le bloc chaîné, je répète, pour arriver à modifier l'intérieur, il vaut mieux prendre l'outil texte et mettre l'outil texte n'importe où dans n'importe quel des deux blocs chaînés et faire commande A sur le Mac ou CTRL A sur le PC, ça correspond à édition tout sélectionné. Et à ce moment-là, vous pouvez appliquer le style corps du texte body nouveau aligné sur la grille et vous pouvez retirer des styles de caractères, retirer le caractère puce après style imbriqué et le remplacer par sans style de caractère. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est un document qui automatise quand même les choses, c'est sympa. Même les blocs images, quand on amène une image, elle doit se redimensionner normalement. On va quand même enregistrer le document ici. Voilà, 244. Alors au niveau des styles d'objets, menu fenêtre, style d'objet, est-ce qu'il y a des styles d'objets qui ont été prévus pour les blocs texte spécifiquement? Menu fenêtre, style d'objet. Donc je regarde les listes de styles d'objets ici, il y a un style d'objet pour le bloc avec du texte qui habille. Donc vous vous souvenez, c'est quand on met du texte dans un bloc et qu'on le met sur un autre bloc de texte et que ça repousse. Pour faire des extraits du texte par exemple. Voilà. Pour les titres en début de page, bloc de numérotation. Non, il n'y a pas de style d'objet qui sont prévus pour les blocs texte comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Alors si vous voulez, vous pouvez enlever les fonds roses. Hein. Voilà. On clique sur la diagonale. Tout simplement, on sélectionne le ou les blocs. La case de fond est en avant-plan, on clique sur la diagonale rouge, ça enlève la couleur de fond. Et voilà. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose d'un peu mieux, me semble-t-il. Vous pouvez tester l'application de style paragraphe alternatif. Donc, voyons un peu. Peut-être qu'au début, là, le premier paragraphe, je vais prendre sur la page de droite ici, le premier paragraphe de la page de droite, la page 3, donc. Hein, je mets le curseur texte dans ce premier paragraphe et je vais voir ce qui se passe si on applique un style de paragraphe avec lettrines. Donc menu texte, style de paragraphe, voilà. Alors, nous avons corps du texte avec grande lettrine, style imbriqué, ou avec grande lettrine qui n'est pas un style imbriqué, vous pouvez tester. Je pense que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, le style imbriqué, quand on fait des grandes lettrines, vous n'allez pas y arriver. Ça va vous faire des choses bizarres comme ça, c'est pas bon du tout. Alors, dans ce cas-là, utilisez avec grande lettrine ici, pas la version grande lettrine style imbriqué. La première lettre est un H. Et si vous essayez le style de grande lettrine style imbriqué, le H, oui, c'est un truc bizarre qui se passe là. Voilà. Donc il vaut mieux utiliser l'autre style qui est plus simple à utiliser. À moins que vous alliez pêcher les infos pour savoir comment on utilise les grandes lettrines avec style imbriqué. Bien, donc ça fonctionne quoi. Avec petite lettrine, on ne va pas normalement le mettre aussitôt après un paragraphe qui a la grande lettrine. Hein. Mais enfin, juste pour tester, vous pouvez, sur un autre paragraphe, aller cliquer et tester, tiens, qu'est-ce qui se passe quand on met le corps du texte nouveau avec petite lettrine. Voilà à quoi ça ressemble. Parfois, il faut zoomer en arrière pour rafraîchir, sinon, ça ressemble à rien du tout. Bon, c'est juste pour tester si ça marche, mais ça marche. Mais je vais l'enlever maintenant. Corps du texte nouveau version 1 aligné sur la grille. Vous voyez, les petites lettrines, on va les mettre dans un long article, on va les mettre là où il y a une articulation dans l'article, là où on change un peu de sujet, on passe un peu un sujet
secondaire de l'article. On pourra mettre une petite lettrine pour marquer le fait que c'est pas un début d'article, c'est pas une grande lettrine, mais voilà, c'est à ça que ça sert. Ce n'est pas obligatoire de faire comme ça. Tous les magazines n'utilisent pas les petites lettrines et les grandes lettrines. Mais quand on les utilise, c'est ça l'idée. Voilà, 246, j'enregistre le document. Alors, concernant les titres, voyons un peu. Sur la page de gauche ici, je vais insérer un titre. N'importe quoi. Retour chariot, donc grosse touche pour faire une fin de paragraphe. J'ai le curseur qui est n'importe où dans ce paragraphe. Je vais appliquer les titres. Donc on a titre de premier niveau, mais ce n'est sans doute pas le bon endroit pour mettre un titre de premier niveau. Titre de second niveau. On a des titres alternatifs ici. Titre de second niveau version 1. Version 3, version 4. C'était la version 4 qui était dans le document qu'on avait vu tout à l'heure. Vous vous souvenez? Donc l'idée ici, c'est de démarrer d'un document qui a déjà des styles et de s'aider pour construire votre propre document. Quand vous achetez un template InDesign sur le web, c'est comme ça que ça se passe. Vous achetez un template, il y a déjà les formats de pages qui sont prévus, il y a déjà des styles d'objets, des styles de caractères, des styles de paragraphes. On vous explique comment utiliser le document. Bon. Il en existe aussi des gratuits, des templates InDesign, mais beaucoup moins que pour Photoshop, bien sûr. Pour Photoshop, vous avez beaucoup plus de ressources. Pour InDesign, c'est un peu plus marginal comme utilisation, bien sûr, et donc on a beaucoup moins. Je veux dire, Photoshop, n'importe qui, même le neveu du libraire est intéressé par Photoshop. InDesign, qui est intéressé par InDesign? Des gens qui ont vraiment besoin de faire des documents. Donc c'est pour ça que vous allez trouver beaucoup moins de ressources gratuites InDesign sur le web. Mais en fait, c'est ça l'idée, hein. Et ce document peut être modifié, les styles peuvent être modifiés, voilà. L'idée, c'est de vous aider à faire des documents InDesign qui ont de la gueule, sans être obligé, à chaque fois que vous faites un nouveau document, de redémarrer de zéro, de tout refaire. Ici, on a démarré de pages avec les rectangles roses, on en a supprimé, on les a agrandis, et voilà. On arrive rapidement à des choses pas trop moches. Le document n'est pas nickel, c'est pas un document super évolué non plus. Hein. Enfin, voilà. Pour un début dans InDesign, c'est pas mal. Alors, les images. Donc, le mieux à faire, c'est de sélectionner un bloc image avec la flèche noire et de faire une importation. Donc, fichier importé, commande D. Voilà. Alors, les images, on va utiliser dans un premier temps celles qui sont dans le dossier Links, mais bien entendu, il faut utiliser ses propres images. Ok, dossier Links, du dossier d'assemblage que vous avez téléchargé tout à l'heure. Et vous allez pouvoir aller chercher une image. Donc je vais choisir expressément ici une image qui montre des sujets, hein, pas l'architecture, voilà, des sujets, voilà, notre couple là. Voyons ce que ça donne quand on l'importe. Voilà, il y est. Ok. Alors. Vu que c'est une image qu'on a déjà utilisée, je pense que ça a retenu un certain taux d'agrandissement. Quand vous cliquez avec la flèche noire sur le réticule central, une fois que vous avez chargé l'image, vous voyez qu'elle est à 25%. Ok. Bon, c'est pas grave. Vous cliquez avec la flèche noire sur le bloc, il est sélectionné, le bloc, le conteneur. Donc c'est pas l'image, c'est pas le contenu, j'ai pas cliqué sur le réticule central, je sélectionne le bloc, je clique à côté, je sélectionne vraiment le bloc en cliquant sur lui. Et on va simplement demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. D'accord? Alors le raccourci clavier, si vous voulez vous en souvenir, Alt majuscule, commande C. Ça pourra vous servir parce qu'on va devoir faire peut-être ça pour d'autres images. Donc ça, l'image remplit sans se déformer, elle remplit le bloc. Bon, ici, elle avait quasiment les mêmes proportions que le bloc, c'est pas de chance. On essaye avec un autre bloc, on sélectionne un autre bloc, commande D, on va chercher une autre image. Ok, je vais aller chercher ça. Peut-être une image verticale. Oui, allez, je vais chercher l'architecture là de New York, pourquoi pas, ok.
Voilà. Bien, la voilà. Donc, commande Alt majuscule C. J'enfonce les 3 touches commande Alt majuscule, commande Alt Shift. Sur le PC, ce sera évidemment CTRL Alt Shift. Je garde enfoncé et j'appuie sur la touche C. C'est le raccourci, vous aviez vu, de Objet, Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. C'est marqué là, dans le menu. Alt majuscule, commande C. Sur le PC, ce sera Alt majuscule, CTRL C. J'essaye avec un 3e bloc. Je sélectionne le bloc, commande D pour l'importation. Je vais aller chercher un bloc avec un truc pas trop moche. Ok, on va prendre ça. Voilà. Commande Alt majuscule C. C'est redimensionné. Et là, il faut bouger absolument. C'est une image horizontale et c'est un bloc qui est quasiment carré. Donc, réticule central, touche majuscule, et on bouge pour montrer la partie la plus intéressante de l'image. Même chose ici, réticule central. Donc là aussi, réticule central ici, et touche majuscule, mais cette fois-ci pour bouger en horizontal, voilà. Bon, c'est une image qui devrait être dimensionnée, parce qu'il y a un bord du négatif. Donc, outil de transformation manuelle, poignée du coin, Alt majuscule, lâchez le bouton à souris, lâchez Alt majuscule, voilà. Agrandir une image dans son bloc, très simple. Ok, je passe à la double page suivante. Vous ne faites pas nécessairement, vous regardez juste pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas coincé par chaque fois le format, la manière de faire qu'on vient de faire sur les pages 2 et 3. C'est-à-dire, il est fort possible de faire ceci, si vous voulez. Je supprime les 3 blocs là, ceux-là aussi, j'agrandis comme ça. Vous pouvez avoir comme ça une image qui passe d'une page à l'autre. Je vais peut-être supprimer ces 3 là aussi, voilà. Donc c'est le genre de choses qui peut se faire, ça. Vous n'avez pas de crainte à avoir. Vous pouvez faire déborder une image du côté là. Vous pouvez aussi, et ce sera peut-être mieux, adapter un peu. Vous n'êtes pas lié à la grille nécessairement. D'accord? C'était comme ça, vous pouvez adapter un peu comme ça. Ok. Je passe aux pages suivantes pour vous montrer qu'il est possible aussi de faire déborder carrément, bien sûr, une image en dehors de la page, comme ça. Ok. Comme ça aussi, si on veut. Donc, pour amener de la variété, il y a la grille, mais il faut savoir s'en éloigner aussi. Voilà. Ok, c'est pas interdit. Déborde d'une image sur la page d'à côté. C'est du double page, il faut en profiter. Déborde une image en dehors de la page. Peut-être même de chaque côté d'ailleurs. Voilà, quasiment pleine page. Ou pleine page qui déborde de l'autre côté aussi. Tout est possible. N'oubliez pas aussi que le blanc amène un côté classieux au document. Donc il ne faut pas hésiter à faire des espaces vides sans texte et sans image. Ce n'est pas un problème. Espace vide sans texte et sans image. Donc les possibilités sont énormes. Au niveau de la composition, vraiment, on peut faire énormément de choses. Voilà, donc voilà une double page avec des espaces vides, pourquoi pas. Bien sûr, si vous avez supprimé un bloc et vous ne deviez pas le supprimer, touche Alt, on peut dupliquer, pendant qu'on déplace, on peut dupliquer un bloc et voilà, vous en notez un autre. Ok. Donc vraiment, au niveau composition, vous êtes très libre et vous avez plein de styles de paragraphes qui vous permettent de faire des choses pas mal, d'obtenir un bel aspect dans ce document.